L'air dans la maison de Laura était différent. Ni plus léger, ni plus lourd, juste étranger. Cela faisait des semaines que Curtis avait recommencé à réapparaître dans leur vie. Cette fois sans grande promesse ni déclaration creuse. Il n'apportait pas de fleurs. Il apportait du temps. Il aidait Margaret à porter les courses, attendait dans la voiture pendant les sorties d'école et se tenait tranquillement aux entraînements de football des garçons. Les triplés, autrefois timides, commençaient à se rapprocher de lui à nouveau. Cela a commencé par des saluts timides, puis des questions hésitantes. Un soir, Caleb demanda doucement « Est-ce que je peux t'appeler papa maintenant ?» Laura, entendant de la cuisine, s'arrêta au milieu de sa casserole, le cœur tremblant. Curtis s'agenouilla et murmura « Seulement si tu le veux ». Caleb hocha la tête, et ce seul mot enroula un nouveau fil autour des morceaux brisés de leur famille. Mais tandis que la guérison s'épanouissait dans la maison de Laura, l'amertume s'envenimait ailleurs. Carol, observant de loin, sentit le goût des cendres lui recouvrir la langue. À travers des vitres teintées et un réseau de commérages, elle apprit que Curtis était revenu, non pas vers elle, mais vers eux. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume alors qu'elle faisait défiler une photo de Curtis tenant le croquis de Julian à l'école. Il a choisi le gâchis plutôt que moi, siffla-t-elle pour elle-même. Dans l'esprit de Carol, elle ne regardait pas une famille guérir. Elle était témoin d'une voleuse réclamant des biens volés. Elle a tout pris, marmonna-t-elle. Ses yeux s'assombrirent alors que son reflet la fixait dans le verre. Laura n'était pas juste sur le chemin, Laura l'avait ruinée, et Carol ne laisserait jamais cela se produire. Curtis était assis dans le bureau du thérapeute, penché en avant, les coudes sur les genoux, la voix basse et brute. J'ai échoué avec elle. J'ai échoué avec eux. Non seulement parce que j'ai triché, mais parce que je l'ai justifié. Je me suis convaincu qu'ils iraient bien. Le docteur Imaka hocha doucement la tête, son stylo immobile. Croyez-vous pouvoir être pardonné, demanda-t-elle. Curtis détourna le regard. Je ne pense pas qu'il s'agisse de pardonner désormais. Je pense que je veux mériter la paix. Pour eux. Pour moi. La thérapie ne l'a pas réparé du jour au lendemain, mais elle a épluché des années de fierté, exposant le père brisé qui se cachait en dessous. Pour la première fois, il n'essayait pas de reconquérir Laura. Il essayait de devenir quelqu'un digne de se tenir à ses côtés. Pendant ce temps, à travers la ville, Carol était assise dans son appartement encombré, fixant de vieilles photos. L'une d'elles la montrait avec Curtis à un gala, jeune et rayonnant. Elle la jeta à travers la pièce. « Il était censé être à moi », cria-t-elle, réveillant le bébé de sa voisine à travers le mur. Elle commença à écrire une longue publication Facebook venimeuse, mais s'arrêta à mi-chemin, les yeux plissés. Une pensée rampa dans son esprit, plus forte que la rage et plus vive que la douleur. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Carol ne se voyait pas comme la méchante. Dans son esprit, elle était la femme lésée, l'amante rejetée, celle qui avait tout perdu. Et la seule responsable, Laura. Toujours Laura. Cette illusion se solidifia en un vœu. Si son monde avait brûlé, la paix de Laura brûlerait aussi. Cela a commencé par une vieille photo de Laura dans une robe sans manches lors d'une fête de bureau, riant avec un collègue masculin. Ce n'était pas scandaleux, mais Carol la déformait. Un compte anonyme nouvellement créé l'a téléchargé avec la légende « Elle monte les échelons rapidement, je me demande comment ». En quelques heures, les hashtags ont suivi. Séductrice d'entreprise. Derrière chaque femme brisée se trouve l'épouse d'un autre homme, ont inondé certains blogs. Laura l'a remarqué pour la première fois lorsqu'un client potentiel lui a envoyé un courriel pour reporter Sindai. Sa poitrine se serra. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» murmura-t-elle, faisant défiler des images éditées, l'une d'entre elles recadrant même sa tête sur un modèle en lingerie. C'était malveillant, mais calculé. Elle ferma son ordinateur portable, tremblante. « Pas maintenant », murmura-t-elle, regardant les triplés dormir. Curtis la trouva assise sur le sol de la cuisine, les mains serrées autour de son téléphone. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Laura tourna l'écran vers lui. Alors qu'il lisait, son visage se durcit. « C'est elle qui est derrière ça », dit-il, faisant référence à Carol sans la nommer. Laura ne répondit pas, mais son silence le confirma. Il contacta immédiatement une firme de cybersécurité. Pendant ce temps, Margaret conseilla à Laura de garder la tête haute et d'agir normalement. « Laissez-les s'étouffer avec votre silence », dit-elle.
mais lorsque le département des ressources humaines d'une entreprise partenaire lui envoya un courriel pour clarification, Laura en eut assez. Elle déposa un rapport officiel de cyberharcèlement sous un pseudonyme. « Je ne laisserai pas cela me définir, dit-elle à Curtis cette nuit-là, mais je ferai en sorte que la vérité éclate. » Quelque part dans une pièce sombre, Carol rafraîchissait la publication, regardant tranquillement le chaos se dérouler. C'était un mercredi soir tranquille lorsque Laura aperçut Carol sur le parking de l'épicerie du quartier. Pendant un instant, elle envisagea de l'ignorer. Mais Carol se retourna, souriant d'un air suffisant, et dit juste assez fort, « Ton auréole glisse, Sainte Laura. » Le souffle de Laura se coupa. Elle laissa tomber son sac d'épicerie et marcha vers elle. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix égale. « Tu penses que tu as tout perdu à cause de moi. » Carol pencha la tête, feignant l'innocence. « Ne te flatte pas. J'ai tout perdu le jour où je l'ai cru. » La mâchoire de Laura se serra. « Alors va le lui reprocher. Mais traîner mon nom ne nettoiera pas tes mains. » Carol roula des yeux. « Tu as volé le récit. Maintenant, je ne fais que lui donner un équilibre. » Sans prévenir, Carol leva la main et gifla Laura violemment. Un halètement aigu résonna alors qu'un client à proximité en était témoin. Laura ne riposta pas. Ses yeux se plissèrent simplement, et elle murmura, « C'est la dernière fois que tu me touches. » Elle se pencha, ramassa ses courses et s'éloigna, les mains tremblantes. À la maison, elle se regarda dans le miroir et toucha sa joue rougie. « Je lui ai donné de la grâce. Maintenant, je vais lui donner des conséquences, » marmonna-t-elle. Elle documenta l'échymose et la rencontre en détail, et sauva les images des caméras du parking du magasin. « Nous avons fini de jouer civil », envoya-t-elle par SMS à Curtis, joignant l'image. Il répondit presque instantanément. Elle vient de prouver au monde qui elle est vraiment. Laisse-la continuer. Carol avait allumé quelque chose qu'elle ne pouvait pas contenir. Les gants étaient tombés. La pluie frappait contre les fenêtres alors que Laura attachait les triplés dans leur siège auto après l'école. Les garçons riaient d'un concours d'avion en papier alors que Laura se tournait pour récupérer ses clés sur le tableau de bord. Puis vint le son, un éclatement de verre, soudain et violent. La fenêtre côté conducteur explosa vers l'intérieur. Des cris éclatèrent. Laura jeta ses bras sur les garçons et cria « Restez baissés ». Des éclats jonchèrent les sièges. Son souffle venait par saccades paniquées alors qu'elle se retournait et voyait une silhouette masquée s'enfuir. Elle n'attendit pas. Elle s'éloigna en trombe, le cœur battant, s'arrêtant à peine jusqu'à ce qu'elle atteigne le poste de police voisin. Plus tard ce soir-là, alors que les garçons étaient assis, abasourdis, sur le canapé avec Margaret, Laura fit sa déclaration à un officier. « Avez-vous vu qui a fait ça ?» demanda-t-il. « Pas de visage. »« Mais je sais qui les a envoyés », répondit Laura. Pourtant, elle ne mentionna pas Carol. « Pas encore. Je veux que des caméras soient installées. Je veux une ordonnance de restriction, et je veux la sécurité pour mes fils, dit-elle fermement. Curtis arriva peu après, pâle et essoufflé. « Ils vont bien ?» demanda-t-il, se précipitant vers les garçons. Laura hocha la tête. « Mais ce n'est pas aléatoire, Curtis. » Elle intensifie. Il hocha la tête solennellement. « Et je vais intensifier aussi, par la loi. » Cette nuit-là, Laura regarda les garçons dormir, ses bras serrés autour d'elle-même. « J'ai été silencieuse assez longtemps, » murmura-t-elle. Maintenant, elle saura ce que sont les conséquences. Sa guérison avait pris racine, mais maintenant elle avait des épines. Curtis arriva chez Carol sans prévenir, se tenant raide devant sa porte alors qu'elle répondait dans une robe de soie, tenant un verre de vin. « Eh bien, dit-elle avec un sourire moqueur. Le prodigue vient rendre visite. » Il ne sourit pas en retour. « Nous devons parler, dit-il, son ton sec. » Elle s'écarta avec un haussement d'épaule. À l'intérieur, l'appartement sentait le parfum rassis et le ressentiment. « Tu es allée trop loin, Carol. Tu n'es pas seulement amère, tu es dangereuse, dit Curtis, la voix basse mais contrôlée. Les garçons ont failli être blessés. Carol roula des yeux. Oh, épargne-moi le sermon. Si elle n'avait pas tout gâché, rien de tout cela n'aurait commencé. Curtis claqua, tu t'es gâché toi-même. Elle n'était que celle que tu ne pouvais pas imiter. Le sourire de Carol s'évanouit. Elle posa le verre de vin plus fort qu'elle n'en avait besoin.
Penses-tu que j'ai peur de toi, demanda-t-elle, marchant vers lui. Tu devrais avoir peur de perdre le peu que tu as reconstruit, répondit-il froidement. Continue, Carole, et tu perdras plus que mon nom. Tu perdras ta liberté. Il tendit la main dans sa poche et laissa tomber une copie imprimée du rapport de vandalisme sur sa table. Tu n'as pas laissé d'empreinte digitale, mais la caméra de sécurité de l'autre côté de la rue a capturé la plaque de la voiture que conduit ton cousin. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc pendant un instant avant de se tordre en un sourire. Alors tu es venu me menacer? Il se dirigea vers la porte. Non, je suis venu te donner ton dernier avertissement. Garde tes distances. Ou la prochaine conversation que nous aurons sera devant un tribunal. Il la laissa debout, les poings serrés, son verre tremblant maintenant dans sa main. Il avait tracé la ligne, et elle le savait. Une semaine plus tard, Laura ouvrit sa porte à deux individus au visage sévère brandissant des badges. Service de protection de l'enfance, madame. Nous avons reçu un rapport anonyme concernant une négligence potentielle. Le pouls de Laura manqua un battement. Quoi, demanda-t-elle, les yeux se dirigeant vers l'endroit où les garçons regardaient des dessins animés. Pouvons-nous entrer, demanda la femme. Laura hocha la tête, le cœur battant la chamade alors qu'ils entraient. Ils parcoururent chaque pièce, ouvrirent les armoires, vérifièrent la literie, examinèrent le réfrigérateur et parlèrent brièvement avec les triplés. La femme nota tout dans un petit bloc-notes. Votre maison est très propre, dit-elle finalement. Le rapport prétendait qu'il y avait des problèmes d'hygiène et d'instabilité émotionnelle. Mais nous ne voyons aucune base à cela. Laura expira lentement. Puis-je demander qui l'a déposé? La femme eut l'air désolée. Il a été soumis anonymement, mais nous avons déjà vu cela. Les rapports de représailles se produisent plus souvent qu'ils ne le devraient. Quand ils partirent, Laura s'affaissa sur la chaise de la salle à manger et se couvrit le visage. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de fureur. Elle connaissait l'écriture de Carole, même lorsqu'elle était numérique. Cette nuit-là, elle parla avec Margaret et Rodney dans sa cuisine. Elle a essayé d'utiliser le système contre moi, dit Laura. Et si je n'avais pas encore nettoyé l'arrière-salle? Et s'ils avaient surpris les garçons en pleine crise de colère et l'avaient utilisé contre moi? Rodney fronça les sourcils. Elle racle le fond maintenant, et cela la rend encore plus dangereuse. Curtis arriva quelques minutes plus tard après que Laura lui ait envoyé un SMS avec la mise à jour. Aucun tribunal ne te séparera d'eux, promit-il. Mais je veillerai à ce que le nom de Carole fasse surface dans cette affaire, d'une manière ou d'une autre. Laura regarda les garçons blottis sur le canapé. Cette maison est sacrée, murmura-t-elle. Elle y est entrée, et je ne laisserai pas cela sans réponse. Curtis rencontra son regard et hocha la tête. Alors nous agissons différemment maintenant. Discrètement, mais légalement et définitivement. 3 jours plus tard, Margaret arriva à la porte de Laura tenant une poignée d'enveloppes déchirées, son expression sombre. Celle-ci était dans ta boîte aux lettres, dit-elle. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. Laura en prit une et lut la note à l'intérieur. Je vois à quel point tu fais semblant d'être heureuse. Cela ne durera pas. Tu as volé un avenir qui n'était pas le tien. Ses mains tremblèrent légèrement. Curtis, qui réparait les sacs d'école des garçons près du couloir, s'approcha et lut par-dessus son épaule. C'est elle, dit-il. La même formulation qu'elle a utilisée la nuit où elle est sortie du condo en trombe. Margaret hocha la tête. Elle intensifie à nouveau. Laura serra le papier plus fort. Nous ne pouvons pas continuer à réagir. Nous devons anticiper. Curtis posa une main sur son épaule. Alors il est temps que nous arrêtions de jouer la défense. Ils installèrent des caméras de sécurité haute définition à chaque entrée, même dans le jardin. Curtis mit à jour le système d'alarme et ajouta des fonctions de contact d'urgence directement liées à son téléphone. Pendant ce temps, Laura surveilla les garçons de plus près. Plus de voyage en solo dans le jardin avant. Pas de marché devant au supermarché. Rodney suggéra d'installer une application GPS sur leur tablette scolaire. Margaret commença à accompagner Laura à ses rendez-vous et sorties. Je ne la laisserai pas te trouver seule, dit-elle. Laura, fatiguée mais calme, hocha la tête. Laisse-la regarder. Laisse-la sentir la paix qu'elle ne pouvait pas briser. Pourtant, le poids de la menace imminente pesait comme du brouillard. Laura s'assit à son bureau de chambre cette nuit-là et ouvrit une nouvelle page dans son journal.
Je me suis battue pour être complète. Elle se bat pour rester brisée. L'une de nous perdra. Et cette fois, elle ne prévoyait pas que ce soit elle. Le salon sombre bourdonnait de bavardage et de cliquetis de verre, mais un coin portait une amertume assez forte pour faire cailler l'air. Carole, dans une robe couleur vin trop serrée pour son humeur, s'appuya sur le comptoir, faisant tournoyer son 4e verre de vin rouge d'une main tremblante. Elle se promène comme si elle était la Messie, bredouilla-t-elle à un homme désintéressé à côté d'elle, comme si elle n'avait pas détruit tout ce que j'avais construit. Il hocha vaguement la tête, plus intéressé par son téléphone que par son venin. Elle rit amèrement et s'essuya sous les yeux, étalant son mascara. Mais quand j'aurai fini, elle ne saura même pas ce qui l'a frappée, murmura Carole, se penchant vers l'homme. Les gens pensent que la vengeance est une intrigue de film, mais certains d'entre nous savent que c'est la seule façon de survivre. Ces mots étaient chuchotés, presque poétiques dans leur délibération. Une serveuse passant derrière s'arrêta un instant de plus que la normale. Elle jeta un coup d'œil à la table de Carole, puis continua à marcher, les yeux écarquillés, l'esprit déjà en pleine course. Plus tard ce soir-là, Carole trébucha dans les toilettes, se parlant à elle-même dans le miroir. Elle l'a volé, elle m'a humilié, et maintenant elle se promène comme une reine, ses yeux plissés, pas pour longtemps. Derrière la porte des toilettes, la porte d'une cabine s'ouvrit silencieusement, révélant une femme aux yeux prudents et un téléphone enregistrant à faible volume. C'était la même serveuse de tout à l'heure. Cette nuit-là, après son quart de travail, elle s'assit dans son petit appartement, rejouant l'audio en boucle, la chair de poule se propageant le long de ses bras. Quelque chose dans la voix de Carole ne sonnait pas comme des menaces vides. Cela sonnait comme une femme qui n'avait plus rien à perdre. Elle hésita, puis ouvrit un nouveau courriel sur son téléphone. La ligne d'objet disait « Veuillez lire ceci. C'est urgent ». Elle joignit l'audio et tapa l'adresse de contact professionnel de Laura Bennett. Les doigts tremblants, elle appuya sur envoyer. Laura était assise sur le sol de la salle de jeu des garçons, aidant Miles à construire un château de blocs de bois, lorsque son téléphone bourdonna. Au début, elle l'ignora, mais le nom de l'expéditeur, inconnu, attira son attention. D'un étranger concerné, disait l'objet, son estomac se serra. Alors que les garçons bavardaient en arrière-plan, elle ouvrit le courriel. Au moment où elle appuya sur play, la voix de Carole s'échappa, venimeuse et tranchante. Elle se croit intouchable. Quand j'aurai fini, elle ne le verra même pas venir. Laura se figea. Ses mains devinrent moites. Maman, demanda Julien doucement. Elle éteignit rapidement l'audio. Tout va bien, chérie. Va te laver. J'arrive tout de suite. Une fois seule, Laura rejoua le message. Le timing, le ton, la précision. Ce n'était pas une diatribe d'ivrogne. C'était une déclaration. Elle transmit immédiatement le message à Curtis et Rodney. En moins d'une heure, son téléphone s'alluma avec l'appel de Curtis. « Je viens de l'entendre, dit-il sèchement. Nous devons prendre cela au sérieux. » Laura hocha la tête, la voix basse. Elle a planifié quelque chose. Je le sens. Rodney rejoignit l'appel suivant, disant calmement « Nous allons envoyer quelqu'un sur cette affaire ce soir. » Mais Laura, toi et les garçons devaient être en sécurité quelque part. Ce soir-là, Margaret aida Laura à faire un sac pour les enfants. Ils déménagèrent dans une suite d'invités sur le domaine de Rodney, à la périphérie de la ville. Je ne voulais pas croire qu'elle tomberait si bas, murmura Laura en regardant les garçons dormir dans la chambre d'amis. Margaret s'assit à côté d'elle. Tu as survécu à pire, mon enfant. Tu survivras à cela aussi. Mais au fond, Laura savait qu'il ne s'agissait plus seulement de survie. Il s'agissait de garder une longueur d'avance sur quelqu'un qui spiralait au-delà de la raison. Carole était assise en face d'un homme dans une berline poussiéreuse garée près d'un entrepôt tranquille. Ses doigts tapaient rythmiquement contre le tableau de bord alors qu'elle parlait d'un ton aussi lisse que la soie, mais mortel dans son calme. Elle n'a aucune sécurité. Elle est toujours prévisible. Les matins sont les meilleurs. L'homme, d'une trentaine d'années, les yeux vitreux de dette et de désespoir, hocha lentement la tête. Tu es sûr de ça? Carole ne cligna pas des yeux. Fais-le proprement. Je ne veux pas de bruit. Je ne veux pas de questions. Elle part, je reste. Simple. Elle tendit la main dans son sac à main et glissa une épaisse enveloppe sur la console. Il la ramassa, feuilleta la pile de billets et siffla.
Cela achète aussi le silence, Carole sourit faiblement. Cela achète la liberté, la tienne et la mienne. L'accord fut conclu. Carole s'allongea sur son siège, imaginant le visage de Laura effacé de la photo, effacé comme si elle n'avait jamais eu d'importance. Plus tard cette nuit-là, Carole fixa un tableau de visualisation épinglé dans sa chambre. Il y avait des coupures de magazines de vacances de luxe. Une photo de Curtis des moments plus heureux, et un X rouge sur la photo imprimée de Laura. « Tu l'as choisi » murmura-t-elle à l'image de Curtis. « Mais à la fin, tu me supplieras. » Son téléphone bourdonna. C'était le tueur à gages confirmant l'heure de l'emplacement. « Elle sera seule » envoya-t-il par SMS. Carole répondit. « Oui, ces garçons ne seront pas à la maison. Ne rate pas. » Elle éteignit le téléphone ensuite, ses mains tremblant légèrement. Elle s'assit dans l'obscurité, éclairée seulement par la lueur du réverbère qui filtrait à travers ses rideaux. Une tempête se préparait, mais elle s'en fichait. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était le silence de Laura. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que quelqu'un traçait déjà la piste qu'elle pensait avoir enterrée, et la justice avançait plus vite qu'elle. Laura n'avait pas bien dormi depuis des jours. Elle ne pouvait pas tout à fait l'expliquer, mais quelque chose n'allait pas, trop silencieux, trop immobile. Même lorsque les garçons jouaient bruyamment, ou que Curtis leur lisait avec chaleur dans la voix, la poitrine de Laura portait une tension tranquille qu'elle ne pouvait pas chasser. Cette nuit-là, après avoir couché les triplés, elle se tint à l'embrasure de leur chambre et murmura une prière silencieuse. « Mon Dieu, si quelque chose arrive, aide-moi à le sentir avant qu'il ne frappe. » Curtis la remarqua s'attarder dans le couloir et lui toucha doucement l'épaule. « Qu'est-ce qui te tracasse » demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis dit « Je ne sais pas, mais j'ai besoin d'emmener les garçons quelques jours. Quelque part de tranquille. » Elle ne le dit pas à voix haute, mais elle craignait le calme avant la tempête. Le lendemain matin, elle fit des valises légères et se rendit à la maison de campagne de Margaret avec les garçons. « Juste une petite pause » dit-elle à Curtis, mais ses yeux lui en disaient plus. Il ne la questionna pas. Au lieu de cela, il lui embrassa la main et dit « Appelle-moi quand tu seras en sécurité. » Son cœur se réchauffa légèrement, mais le nœud dans son estomac resta. Pendant qu'elle était chez Margaret, Laura dormit à peine. Elle était allongée dans la chambre d'amis, regardant souvent le clair de lune ramper sur le mur, écoutant des sons qui n'appartenaient pas là. La deuxième nuit, elle entendit une voiture pétarader au loin et se leva paniquée. Margaret s'assit avec elle autour de tasses de thé au gingembre fumantes, disant doucement « Tu as fait trop de chemin, Laura. Ne laisse pas la peur te défaire. » Mais Laura secoua la tête. « Ce n'est pas de la peur, Margaret. C'est de l'instinct. » Pendant ce temps, Curtis resta à la maison, surveillant la maison. Des caméras avaient été installées, mais il les vérifiait manuellement de toute façon. Lorsqu'il entendit une voiture passer lentement devant la maison puis faire marche arrière, il prit une profonde inspiration, sortit et se tint simplement sur le porche. La voiture s'éloigna en trombe. « Elle regarde » murmura-t-il. Il n'avait pas besoin de deviner qui. Cette nuit-là, il composa un contact au département de police. « Quelque chose se prépare » dit-il. « Nous devons être prêts. » Sa voix était calme, mais ses yeux montraient le poids de ce qu'ils avaient enduré. L'officier répondit « Nous augmenterons la surveillance. Si elle fait un mouvement, nous serons là. » Carole était assise au volant d'une berline argentée, garée à 2 pâtés de maison de la maison de Laura. Elle portait de grandes lunettes de soleil noires et un foulard, tapotant ses ongles manucurés rythmiquement contre le volant. Dans sa boîte à gants se trouvait un téléphone jetable. Ses lèvres se courbèrent en un sourire serré. « Bientôt » murmura-t-elle. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil aux images de la caméra qui lui était envoyée par l'homme qu'elle avait payé, celui à qui elle avait promis le paiement intégral après que le travail soit fait. « Fais-le vite » lui avait-elle ordonné. Pas de bruit, pas de traces, mais elle ne savait pas que Laura n'était pas à la maison. Elle ne savait pas que la propriété de Margaret n'avait aucun accès visible de l'avant, et que l'intuition de Laura avait changé le destin. Curtis avait positionné des policiers en civil dans des maisons voisines. Les moteurs de leurs voitures étaient froids, mais leurs yeux étaient vifs. Et lorsque Carole passa l'appel qui allait déclencher le mouvement de l'homme, un van noir uni s'arrêta à côté d'elle. Les yeux de Carole s'écarquillèrent alors qu'elle voyait les portes du van s'ouvrir. Des officiers armés s'approchèrent de son véhicule des 2 côtés. « Madame »
sortez du véhicule maintenant. Confuse et paniquée, elle tendit la main vers son téléphone. Ne touchez pas au téléphone, aboya un officier. Mais il était trop tard, le journal des appels était déjà visible. Le nom du contact, courrier. L'officier le récupéra rapidement. À ce moment-là, une autre silhouette familière entra en vue, Curtis. Il la regarda avec une déception tranquille. Tu allais vraiment aller jusqu'au bout. Les lèvres de Carol tremblèrent, mais elle força un sourire suffisant. Tu vas le regretter. Elle le mérite. Tout ce qu'elle m'a pris, cracha-t-elle. Curtis la coupa. Personne ne t'a rien pris, Carol. Tu t'es détruite toi-même. Alors que les officiers lui lisaient ses droits, Carol hurla le nom de Laura à plusieurs reprises. Elle a fait ça, c'est la raison. Dis-leur, Curtis, dis-leur. Mais Curtis ne dit rien de plus. Au lieu de cela, il recula alors qu'elle était menottée et conduite dans le van. Dans ce silence, un chapitre de folie se termina, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Le poste de police était tendu alors que Carol était emmenée, hurlant toujours. Sa voix résonnait dans le couloir carrelé alors qu'elle donnait des coups de pied dans l'air. Vous pensez que c'est la fin? Je vais sortir. Elle ne vivra jamais en paix. Les officiers ignorèrent ses divagations, documentant ses biens, retirant le téléphone jetable, son sac à main et les images imprimées qu'elle avait gardées, des photos de Laura, des garçons, même de la maison de Margaret. La trace écrite était accablante. Un officier tendit à Curtis une copie de la déclaration sous serment de la serveuse qui les avait alertés. Ces mots étaient clairs. Elle a dit qu'elle voulait que la femme disparaisse. Elle a même plaisanté sur le fait de ne pas avoir besoin de funérailles. Pendant ce temps, l'homme engagé avait également été arrêté quelques heures plus tôt à un terminal de bus voisin avec une arme dissimulée et de l'argent portant les empreintes digitales de Carol. Alors que Carol était assise dans la salle d'interrogatoire, la réalité de ses choix l'a finalement rattrapée. Vous avez le droit de garder le silence, dit l'officier, mais Carol continua de parler. Elle m'a ruiné. Elle a toujours joué la victime, mais elle n'est pas innocente. Curtis était à moi. De retour chez Margaret, Laura reçut l'appel. Elle est en détention, dit Curtis doucement. Laura s'assit lentement, ses genoux cédant sous elle. Est-ce vraiment fini? Demanda-t-elle. Légalement, le processus ne fait que commencer, répondit Curtis, mais toi et les garçons êtes en sécurité. Laura ne dit pas un mot pendant longtemps. Finalement, elle murmura, merci de m'avoir cru. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya rapidement. Margaret posa une main douce sur son épaule. Tout va bien maintenant, laisse sortir, et Laura le fit. Pour la première fois depuis longtemps, elle laissa la douleur percer calmement, gracieusement, en privé. Plus tard cette nuit-là, pendant que les garçons dormaient, elle sortit au clair de lune, sentant la brise sur sa peau. Elle regarda vers l'horizon et expira. Plus de course, plus de regarder par-dessus mon épaule. Pour une fois, la paix n'était pas un souhait. Elle avait finalement commencé à se sentir comme un droit. La salle d'audience bourdonnait de chuchotements alors que les journalistes griffonnaient des notes et que les caméras cliquaient derrière les barrières en bois. Carol, vêtue d'un simple costume gris qui ternissait son panache habituel, était assise rigidement à côté de son avocat. Son comportement autrefois confiant s'était estompé en un regard tendu et maussade. Le juge entra, commandant le silence immédiat. Laura était assise tranquillement dans la galerie à côté de Margaret, ses paumes moites, mais stables. Curtis, assis quelques rangées devant, se retourna une fois pour croiser les yeux de Laura. Il ne parla pas, mais le regard était suffisant. Lorsque le greffier appela l'affaire et que le nom de Carol résonna dans la chambre, elle ne broncha pas. L'accusation commença par établir le comportement obsessionnel de Carol, présentant des messages, des images de surveillance et le téléphone jetable comme preuve. Un silence se fit dans la pièce lorsqu'ils jouèrent un enregistrement de la conversation de Carol dans le salon, où elle bredouillait ivre, si elle disparaît, peut-être que je pourrai enfin respirer. Curtis fut le premier à témoigner. Lorsqu'il s'avança à la barre des témoins, sa voix était calme, mais chargée de chagrin. Ce n'était pas la femme que je pensais connaître, et j'étais aveugle jusqu'à ce qu'elle me force à choisir entre elle et la décence. Le procureur demanda, quand avez-vous soupçonné qu'elle était capable de faire du mal? Curtis hésita, puis dit, quand elle a commencé à blâmer Laura pour chaque porte qui se fermait sur son visage. Rodney témoigna ensuite,
racontant le moment où Carol avait déjà tenté de le manipuler pour qu'il use de son influence légale. Puis vint Margaret, qui décrivit les menaces et les notes que Laura avait reçues, sa voix tremblante, mais ferme. J'ai regardé Laura marcher à travers le feu, et cette femme, pointa-t-elle vers Carol, versait de l'essence. Le dernier témoin fut la serveuse. Quand elle se leva, nerveuse, mais résolue, elle dit, elle se vantait d'avoir tout planifié. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je gardais le silence. Alors que le juge ajournait pour la journée, Carol refusa d'établir un contact visuel avec qui que ce soit. Son avocat lui murmura quelque chose, mais elle écarta sa main. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle d'audience, Laura se tenait sous les marches imminentes du palais de justice, respirant l'air lourd du crépuscule. Elle est en train de s'effondrer, dit Curtis en la rejoignant. Laura hocha la tête lentement. Mais je tiens bon. Le dernier jour du procès arriva sous un ciel gris et lourd. Laura se tenait à côté de Curtis alors qu'ils entraient dans le palais de justice, ses doigts serrés doucement autour des siens. Ils ne dirent pas grand-chose, se préparant tous deux silencieusement à ce qui allait suivre. À l'intérieur, Carol avait l'air plus mince, ses yeux vides de nuit blanche et de déni. Le procureur fit un plaidoyer final concis, mais cinglant. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était comploté, financé et exécuté avec une intention cruelle, déclara-t-il. La défense de Carol tenta de la dépeindre comme une femme éconduite, émotionnellement instable à cause d'une rupture toxique. Mais les preuves l'emportèrent sur la sympathie. Laura regardait depuis la galerie, ses mains jointes sur ses genoux, chaque battement de l'horloge de la salle d'audience s'étirant sans fin. Le juge fit une brève pause. À son retour, tout le monde se leva en silence. La salle retint son souffle collectif alors qu'il dépliait le papier du verdict. Carol Myers, vous avez été déclarée coupable de tous les chefs d'accusation, y compris complot en vue de commettre un meurtre et mise en danger de mineurs. Vous êtes par la présente condamnée à 18 ans de prison d'État. Des halètements éclatèrent. Les jambes de Carol cédèrent et elle s'effondra sur sa chaise, son visage vidé de couleur. Un officier du tribunal la rattrapa avant qu'elle ne glisse au sol. « Ce n'est pas la justice », cria-t-elle. « Vous la laissez gagner. » Elle a tout pris. Mais personne ne répondit. Son avocat lui murmura de rester calme, mais Carol éclata en sanglots, s'accrochant au bord de la table comme si c'était la seule encre qui lui restait dans son monde. Laura resta figée, les yeux écarquillés. Elle n'avait pas imaginé que cela ferait ça, si final, si silencieux. Curtis posa une main ferme sur son épaule. « C'est fini, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. » Dehors, la presse grouillait sur les marches, mais Laura refusa les interviews. Alors qu'elle marchait vers la voiture avec Curtis à ses côtés, elle leva les yeux vers le ciel, qui avait finalement commencé à s'éclaircir. « Je pensais me sentir libre, murmura-t-elle, mais tout ce que je ressens, c'est le vide. » Curtis hocha la tête. Parfois, la liberté ne vient pas avec un cri. Parfois, elle vient avec le calme. Pour la première fois depuis des années, Laura s'autorisa à pleurer vraiment, non pas de peur ou de frustration, mais de libération. Elle était assise sur le sol du salon à côté de Margaret, serrant un traversin, ses larmes s'imprégnant du tissu. « C'est enfin fini, murmura-t-elle. Elle ne peut plus nous atteindre. » Margaret hocha la tête, caressant doucement les cheveux de Laura. « Laisse tout sortir, ma chère. Laisse toutes les larmes couler. Tu as mérité ce moment. » Les garçons avaient été tenus à l'écart des détails du procès, mais même eux sentirent le changement dans la maison. La façon dont les portes ne se claquaient plus de peur. La façon dont le rire revint lentement au coin du foyer. Curtis entra dans la pièce, silencieux au début, puis s'agenouilla à côté de Laura. Il ne parla pas. Il lui tint simplement la main, l'ancrant dans l'instant. « Merci, dit-elle au bout d'un moment, d'avoir tenu bon pendant la tempête. » Curtis la regarda, les yeux embués. « Cela allait toujours être toi, peu importe le temps qu'il m'a fallu pour le voir. » Plus tard cette nuit-là, après que les garçons se soient endormis, Laura se tint à l'évier de la cuisine, fixant la tasse dans sa main. Curtis la rejoignit, enroulant ses bras autour de sa taille par derrière. « Comment vas-tu vraiment » demanda-t-il. « J'essaie toujours de croire que c'est fini » répondit-elle. « Je n'arrête pas de penser qu'elle trouvera un autre moyen. » Curtis la tourna doucement pour lui faire face. « Elle ne le fera pas » dit-il fermement. « Tu ne regardes plus par-dessus ton épaule.
Tu regardes devant toi. Les yeux de Laura se remplirent à nouveau, mais cette fois les larmes ne tombèrent pas. Je veux me sentir complète à nouveau, murmura-t-elle. Curtis la serra contre lui. Alors laisse-moi t'aider à guérir, lentement, doucement, sans pression. Elle reposa sa tête sur sa poitrine et dit, nous allons construire à partir d'ici, mais j'aurai encore besoin de temps. Il hocha la tête. Prends tout ce dont tu as besoin, je serai là. Et dans le doux bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge de la cuisine et la chaleur de son étreinte, Laura se sentit enfin ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, en sécurité. Le foyer était devenu plus calme, non par absence, mais par la paix qui prenait enfin racine. Les routines matinales n'étaient plus frénétiques ni remplies de tension. Laura se surprit à plier les vêtements des garçons avec une douceur qui la surprit. La peur qui s'était accrochée à ses os se relâchait progressivement. Margaret passa un après-midi avec des pâtisseries, et alors qu'elles étaient assises sous l'arbre à mangue dans le jardin, elle sourit au rire doux de Laura alors que Julian courait lui montrer un dessin. « Tu es plus légère » dit Margaret, sirotant son thé. Laura hocha la tête. « Je n'avais pas réalisé à quel point je portais de poids jusqu'à ce qu'il commence à tomber. » À l'intérieur, Curtis était en appel Zoom, gérant un projet à distance. Il leva les yeux alors que Laura passait derrière lui et sourit. Leurs interactions étaient devenues chaleureuses, mais respectueuses, chacun faisant attention à ne pas envahir l'autre. La nuit, Curtis dormait parfois dans la chambre d'amis, non pas parce que Laura l'avait demandé, mais parce qu'il comprenait qu'elle avait encore besoin d'espace. Ils faisaient de petits pas, de longues promenades, partageaient des petits déjeuners, s'asseyant l'un à côté de l'autre pendant les soirées cinéma des garçons. Laura ne se précipitait pas pour étiqueter ce qu'ils reconstruisaient. Lorsque Curtis tendit une fois la main et qu'elle hésita, il se retira doucement. « Nous irons à ton rythme, dit-il simplement. » Les garçons, cependant, avaient cessé de poser des questions. Ils acceptaient simplement la paix, l'absorbant comme la lumière du soleil. Caleb construisait des tours de Lego et appelait Curtis pour l'aider à construire le toit, tandis que Miles se blottissait sur les genoux de Laura avec des livres. « Tu sais, » murmura Laura un soir en regardant les garçons endormis, la paix est bruyante à sa manière. Curtis, debout près de la fenêtre, répondit, « C'est le genre de bruit avec lequel je veux vivre. » Laura se tourna vers lui et sourit faiblement. « Assure-toi juste de ne pas confondre le silence avec l'absence, » il hocha la tête. « Plus jamais. » La fondation n'était pas parfaite, mais elle était à eux. Et cette fois, elle était posée brique par brique, sans raccourci, sans déni. Ils n'essayaient pas de revenir à ce qui était perdu. Ils apprenaient à faire grandir quelque chose de nouveau à partir des ruines. Ce n'était pas planifié. Ce n'était pas orchestré avec des fanfares ou des bougies. Cela s'est produit un samedi matin ordinaire, après que Julian ait renversé des céréales sur le tapis et que Miles pleurait parce que sa chaussette bleue avait disparu. Laura était en train de serrer sa robe de chambre autour de sa taille, marmonnant, « Je jure que ces garçons fonctionnent au chaos. » Quand elle est entrée dans le salon pour trouver Curtis agenouillé, non pas dans un grand geste, mais sur un genou, tenant une petite boîte en bois, l'expression indéchiffrable. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, » commença-t-il, « ce n'est pas de la pression. Ce n'est même pas une question à laquelle tu dois répondre maintenant. » Laura se figea, les mains encore humides de l'évier de la cuisine. Les garçons regardèrent en silence, même Caleb, qui ne pouvait généralement pas rester immobile. Curtis ouvrit la boîte pour révéler un anneau délicat, pas accent grave l'œil, juste tranquillement beau. « Je ne demande pas de répéter ce que nous avons fait. Je demande d'honorer ce que nous sommes devenus. Si tu me permets d'être à toi à nouveau. Je ne demanderai jamais 2 fois. » La pièce resta immobile pendant un instant de trop. Laura regarda les garçons, puis de nouveau Curtis. « C'est soudain, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, mais ce n'est pas impulsif. J'y ai pensé tous les jours depuis le verdict du tribunal. Je voulais juste le bon moment pour laisser la question respirer. Laura s'avança et toucha la boîte, ses doigts tremblants. « Je n'ai plus peur de nous, » dit-elle, la voix brisée, « mais je ne suis pas prête à être l'ancienne version de nous non plus. » Curtis la regarda dans les yeux et dit, « Je ne demande pas en mariage l'ancienne version. Je demande à la femme en face de moi, celle qui a tenu bon à travers le feu. » Julian lui tira la manche. « Maman, si tu dis oui, cela signifie-t-il que nous le gardons pour toujours ?» Tout le monde rit, la tension brisée par une clarté innocente. Laura regarda à nouveau Curtis et dit, « Si tu es assez patient pour le camp, alors oui, un jour,
oui. Curtis se leva lentement, les larmes menaçant au coin de ses yeux. Il l'embrassa sur le front et murmura, « Alors je continuerai d'attendre. Je me sens déjà l'homme le plus chanceux. » Le soleil ne s'était pas encore complètement levé lorsque Laura sortit sur le porche, pieds nus, enveloppée dans un châle. Elle fixa la lumière matinale s'étendant sur le jardin et prit une longue et stable respiration. Les garçons dormaient encore et le monde était silencieux, juste le doux bruissement des feuilles et le premier chant des oiseaux au loin. Elle marcha jusqu'au banc en bois, s'assit lentement et sortit la petite boîte à bagues que Curtis avait laissée sur la table quelques jours plus tôt. Elle l'ouvrit à nouveau, étudiant la simplicité de l'anneau, l'éclat subtil à son centre. Curtis sortit quelques instants plus tard, se frottant les yeux, surpris de la voir. « Tu es debout tôt, dit-il. » Laura ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle tourna la boîte à bagues vers lui et dit, « Ce matin, je me sens prête. » Curtis cligna des yeux. « Prête pour ?» Elle leva les yeux, pour tout recommencer, pleinement, sans hésitation. Curtis se rapprocha, s'agenouillant à nouveau, non par tradition, mais par instinct. « Es-tu en train de dire ?» Laura hocha la tête lentement, « Je dis oui, cette fois à mes conditions. Non pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, non pas parce que le monde s'y attend, mais parce que je veux avancer et que je te veux à mes côtés. » Son visage s'adoucit alors que l'émotion le submergeait. « C'est le plus beau oui que j'ai jamais entendu, » murmura-t-il. Laura gloussa à travers ses larmes. « Ne me fais pas le reprendre. » Il lui glissa l'anneau au doigt, avec soin, avec respect. Puis, de l'intérieur de la maison, ils entendirent le bruit de petits pieds battant le couloir. Les triplés firent irruption par la porte, ébouriffés et excités. « Tu as dit oui ? Tu l'as vraiment dit ?» demanda Miles essoufflé. Laura rit. « Oui, les bébés, je l'ai fait. » Les garçons crièrent et l'embrassèrent de tous côtés. Curtis tendit la main et les enveloppa tous dans une seule accolade géante. Et alors que le soleil se levait complètement dans le ciel, Laura murmura, « Cette fois, je choisis la joie. Cette fois, je nous choisis tous. » Le second mariage ne fut pas organisé dans un grand hall ni diffusé en direct pour un public. Il eut lieu dans le petit jardin derrière la maison de Laura, entouré d'hibiscus et du chant des oiseaux. Il n'y avait pas de rangée d'invités, pas de parents éloignés. Juste Curtis, Laura, les triplés, Margaret et Rodney. Le soleil filtrait doucement à travers les arbres alors que Laura marchait sur l'herbe pieds nus, vêtue d'une robe couleur crème qui s'écoulait comme la lumière du matin. Curtis attendait, vêtu d'une chemise en lin anthracite et d'un pantalon doux. Il ne cligna pas des yeux alors qu'elle s'approchait. Il la regardait simplement comme s'il ne pouvait toujours pas croire qu'elle était réelle. Caleb, tenant un petit bouquet, murmura, « Maman ressemble à une princesse. » Miles tira la manche de Julian, « Mais c'est notre reine. » Il n'y eut pas de vœux officiels, juste des mots échangés à voix basse que seuls les plus proches pouvaient entendre. « Je ne promets pas la perfection, » dit Curtis, tenant ses mains. « Mais je jure l'honnêteté, la présence et un cœur qui apprend de son passé. » Laura sourit. « Et je ne promets pas la facilité, » répondit-elle. « Mais je jure le pardon, les limites, et de grandir avec toi, pas pour toi. » Le vent souffla doucement. Rodney, officiant d'une main tremblante, dit doucement, « Je n'ai jamais vu deux personnes plus méritantes de la paix. » Lorsque Curtis lui glissa l'anneau au doigt, cette fois comme un véritable symbole d'amour mérité et de confiance reconstruite, Laura ne pleura pas. Elle expira, comme si les années de douleur avaient finalement été autorisées à quitter sa poitrine. Les garçons coururent pour les embrasser après que Rodney ait murmuré, « Vous pouvez embrasser votre marié. » Margaret essuya ses larmes tranquillement, murmurant une prière silencieuse. Pas de photographe. Pas de musique. Juste des empreintes de pas sur la terre humide et deux personnes choisissant à nouveau l'amour. Non pas parce que c'était attendu, mais parce que c'était juste. Ce mariage n'était pas le début d'une fantaisie. C'était la douce continuation d'une réalité durement gagnée. Quelques jours après la cérémonie, Curtis se tenait dans le couloir de leur maison, fixant une nouvelle photographie encadrée. C'était un cliché pris sur le vif. Laura à la plage, riant avec le vent dans les cheveux, les triplés éclaboussant en arrière-plan. Il l'avait prise à son insu, et maintenant elle était accrochée au mur à côté des porte-manteaux familiaux. En dessous se trouvait une boîte à souvenirs en bois. Il se pencha et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient les lettres qu'il avait autrefois écrites au garçon lorsqu'il croyait qu'il ne le connaîtrait peut-être jamais comme papa.
Il passa ses doigts sur la première enveloppe étiquetée Julian, quand tu te sens incompris. La gorge de Curtis se serra. Il n'avait plus besoin d'être caché. Il leur donnerait ses lettres au moment opportun, comme des témoignages de la profondeur de ses efforts, même lorsqu'il a échoué. Laura entra dans le couloir, le remarquant perdu dans ses pensées. « Cette photo est parfaite, dit-elle, touchant le bord du cadre. Tu as capturé quelque chose de réel. » Curtis se tourna vers elle, tenant l'une des lettres. « Je n'ai jamais pensé que je vivrais assez longtemps pour les distribuer à voix haute. » Elle prit l'enveloppe et lut le nom. « Julian va garder ça pour toujours, » murmura-t-elle. « Peut-être même la lire à ses enfants. » Curtis la regarda avec respect. « Cette photo, et cette boîte, me rappellent que la rédemption n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est encadrée et tranquille, accrochée juste à côté des dégâts que tu as nettoyés. » Laura appuya sa tête contre son épaule. « Et parfois, la guérison signifie que tu arrêtes de cacher la preuve que tu t'es soucié, même lorsque tu étais brisé. » Ce couloir, avec ses murs clairs et ses cadres maintenant remplis, ne se sentait plus comme un passage. Il était devenu un sanctuaire, un endroit où des morceaux de leurs anciens mois étaient reconnus, et où de nouvelles promesses, tacites mais vécues, pouvaient prendre racine. Laura était assise sur le canapé en face de son thérapeute, les jambes repliées sous elle alors qu'elle expirait lentement. « J'ai dit oui, dit-elle, la voix calme mais ferme. » Le docteur Femi sourit doucement. « Et comment cela se sent dans ton corps ?» Laura hésita, pas comme des papillons, plus comme de la chaleur dans ma colonne vertébrale, comme si j'étais ancré, enfin. La thérapie était devenue moins un déchiffrement et plus une intégration. Elle n'avait plus besoin de revisiter chaque cicatrice pour croire qu'elle avait survécu. Maintenant, elle pratiquait le fait de s'asseoir dans la joie sans culpabilité. Le docteur Femi se pencha en avant. « Qu'est-ce qui te fait le plus peur à propos de la paix ?» Laura réfléchit un instant, qu'elle soit temporaire. « Qu'un jour, je me réveillerai et que le tapis sera à nouveau tiré. » Le thérapeute hocha la tête. « C'est une réponse au traumatisme, mais pas une prophétie. Le travail de ton cerveau est de se souvenir, mais la guérison enseigne à ton cœur comment faire confiance à nouveau. » Laura regarda par la fenêtre. « Je pense que j'y arrive, lentement. » Cette nuit-là, Curtis dormit dans le même lit que Laura, non pas parce que c'était attendu, mais parce qu'elle l'avait invité. « Pas besoin de parler, » murmura-t-elle en tirant les couvertures. « Sois juste ici. » Il ne posa pas de questions. Il ne tendit pas la main vers elle. Il s'allongea simplement à côté d'elle et lui tint la main sous les draps. Pour la première fois depuis des années, Curtis ne se réveilla pas à 3 heures du matin avec un cœur battant la chamade. Laura ne broncha pas au rêve. Leurs respirations s'accordèrent, lentes et synchronisées. Lorsque l'aube arriva, Laura murmura, « Avant, je pensais que guérir signifiait oublier la douleur, mais je réalise maintenant que cela signifie apprendre à la porter différemment. » Curtis se tourna vers elle et lui pressa un baiser sur les jointures. « Et je porterai ce que je peux quand tu ne pourras pas. » Elle hocha la tête, les yeux embués, « mais je ne porterai plus jamais seul. » Ils avaient cessé d'essayer d'être parfaits. Maintenant, ils étaient simplement présents, et dans cette présence, la guérison ne se sentait plus comme une destination. Elle est devenue la façon dont ils avançaient. L'enveloppe de la prison arriva sans prévenir, pas de nom de retour, juste l'établissement correctionnel imprimé en petites lettres majuscules. C'est Margaret qui la ramassa à la porte et marqua une longue pause avant de la remettre à Curtis en silence. Il la tourna dans ses mains une fois, 2 fois, puis regarda Laura où elle se tenait près de la table à manger, arrangeant les assiettes pour le déjeuner. « C'est d'elle, » dit-il doucement. Laura ne jeta même pas un coup d'œil à l'enveloppe. « Je n'ai pas besoin de la lire, » dit-elle d'une voix stable. Ces mots étaient toujours des armes. Même maintenant, je ne lui tendrai pas le couteau. Curtis hésita, le poids du passé bourdonnant sous le papier. Il se dirigea vers la poubelle, s'arrêta, et glissa plutôt l'enveloppe dans un tiroir, non pas pour la revoir plus tard, mais pour la retirer de la vue sans ajouter de carburant aux vieilles blessures. Plus tard ce soir-là, une autre lettre arriva, cette fois-ci aussi. Une adressée à chacun des garçons. Curtis n'eut pas besoin de les ouvrir pour savoir qu'elle venait également de Carole. Cette fois, il ne les montra même pas à Laura. Il les remit dans leurs enveloppes, scella les rabats avec du ruban adhésif et écrivit retour à l'expéditeur sur le devant de sa propre écriture. Lorsqu'il les apporta à la poste, l'employé jeta un coup d'œil au cachet de la prison et le regarda longuement. Certaines personnes n'apprennent jamais,
murmura l'homme. Curtis répondit calmement. Certaines personnes ne le veulent pas. Cette nuit-là, lui et Laura étaient assis sur le porche, les étoiles au-dessus. Tu es sûr de ne pas avoir voulu la lire, demanda-t-il une fois de plus. Laura sirota son thé. La paix n'a pas de place pour les fantômes, dit-elle. Et cette partie de mon histoire a pris fin au moment où la justice a commencé. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était rempli de la vie qu'il choisissait, tranquille, complète et intacte par la portée d'une femme qui avait déjà pris trop. 12 mois passèrent comme le changement des saisons. Le chaos, les tribunaux, la douleur, tout commença à se dissoudre dans la mémoire, laissant derrière lui des jours remplis de joies ordinaires. Un doux vendredi après-midi, Julien rentra chez lui serrant un certificat en papier, le visage illuminé de fierté. « J'ai eu le prix d'excellence en sciences », cria-t-il en courant dans la maison. Laura s'agenouilla pour le serrer fort, Curtis applaudissant en arrière-plan. « Tu l'as mérité », murmura-t-elle à l'oreille de Julien. Caleb fit bientôt irruption avec sa propre surprise, une courte histoire intitulée L'homme qui a appris à s'excuser, agrafée de main soignée. Ils l'ont choisi pour être lu à l'assemblée de l'école, annonça-t-il, la poitrine bombée. Les yeux de Laura s'adoucirent, reconnaissant les échos de leur voyage glissé entre ces lignes. Même Miles eut une étape importante. Il se précipita dans le jardin, conduisant son petit vélo bleu sans roue d'entraînement pour la première fois, titubant mais libre. « Je le fais. »« Regarde, maman » cria-t-il, et le rire de Laura le suivit comme une musique. À l'intérieur de la maison, des photos avaient commencé à encombrer le couloir, des clichés de journées à la plage, d'uniformes scolaires, de dîners de famille. Chacun un moment cousu dans la courte pointe de leur guérison. Un soir, Laura se tint près de la fenêtre du salon, regardant les garçons jouer dehors alors que le soleil se couchait derrière les toits. Curtis vint se tenir à côté d'elle. « Nous avons fait beaucoup de chemin, dit-il doucement. » Elle hocha la tête, et nous l'avons fait honnêtement. C'est ce qui fait la différence. Margaret s'était également installée dans un rythme paisible, passant ses matinées à s'occuper de son jardin, ses soirées à lire des histoires aux garçons lorsque Laura avait besoin de calme. Même Rodney, qui portait autrefois son inquiétude comme une armure, se mit à sourire plus facilement lorsqu'il venait. La maison n'était pas seulement pleine, elle était vivante. L'air ne se sentait plus lourd de ce qui était perdu. Au lieu de cela, il bourdonnait de ce qui avait été récupéré. Et dans ce simple passage du temps, Laura réalisa que la forme la plus vraie de la justice n'était pas la sentence prononcée au tribunal. C'était la joie que personne ne pouvait reprendre. Ils ne dirent à personne où ils allaient. Pas de publication, pas d'annonce. Juste une note laissée sur le réfrigérateur pour Margaret et une valise emballée pour chacun des garçons. Ils atterrirent dans un complexe côtier tranquille niché entre des falaises et des palmiers. Le soleil scintillait sur l'eau turquoise alors que Laura s'inclinait sur son siège, les yeux fermés, laissant la brise frapper son visage. Curtis, vêtu de lin ample et de sandales, lui tint la main et sourit. Pas de photographe, pas de voisin. Juste nous, dit-il. Les garçons coururent devant, leur rire traînant comme des confettis sur le sable. Julien commença à construire un fort, Caleb chassa les oiseaux, et Miles s'éclaboussa dans les bas-fonds avant que Curtis ne puisse l'arrêter. Laura éclata de rire. « Laisse-le faire, dit-elle. Cette eau enlève plus que du sable. » Dans les jours qui suivirent, le temps sembla s'étirer. Curtis apprit aux garçons à pêcher, guidant leurs petites mains alors qu'ils lançaient des lignes dans l'eau. La nuit, il rôtissait des guimauves près d'un petit foyer, Caleb annonçant fièrement des histoires de fantômes qu'il avait mémorisées. Laura faisait de longues promenades seule tôt le matin, journal à la main, notant des pensées qui ne saignaient plus de douleur. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur des serviettes de plage à regarder les étoiles clignoter au-dessus, Julien dit « Je veux vivre près de l'océan un jour. » Laura le tira plus près. « Alors tu le feras. » Curtis se tourna vers elle, sa voix basse. « Merci de nous donner ça. » Elle leva les yeux vers le ciel. « Nous nous le sommes donnés les uns aux autres. Ce voyage n'a pas effacé le passé, mais il a fait quelque chose de mieux. Il a réécrit ce à quoi ressemblait la famille dans leur cœur, et pour la première fois depuis longtemps, personne ne fuyait quoi que ce soit. Ils arrivaient simplement. L'auditorium était plein de parents murmurant au-dessus des boîtes de jus et des bulletins scolaires, la réunion de l'APE accent aigu de fin de trimestre se déroulant comme d'habitude, jusqu'à ce qu'une voix brise le rythme. N'est-ce pas Laura Bennett? N'était-elle pas impliquée dans cette affaire avec cette femme? Quel était son nom?
Carole quelque chose. Le nom trancha la pièce comme du verre. Les têtes se tournèrent subtilement. Laura resta immobile, les yeux fixés sur l'orateur, un nouveau parent inconscient du poids qu'elle venait de libérer. Un silence tendu s'installa avant qu'une autre voix, Madame Hayes, une enseignante plus âgée, n'intervienne, ce chapitre est clos. Laura hocha la tête une fois, faisant écho tranquillement, il l'est. Elle ne se leva pas, ne broncha pas Caleb, assis à côté d'elle, lui serra la main sous la table. Après la réunion, à l'extérieur, près du parking, Curtis la rejoignit avec sa présence tranquille habituelle. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Lui brossant doucement l'épaule. « C'est étrange, dit-elle doucement, comment un nom peut encore raisonner même après que tout soit fait. » Curtis ne la pressa pas, se tint seulement à ses côtés en silence. Ils regardèrent Julian conduire Miles et Caleb vers la voiture, leur sac à dos rebondissant, bavardant sur le jour des collations et les bandes dessinées. « On peut toujours parler d'elle, murmura Laura, mais elle ne vit plus en moi. » Curtis se tourna et lui embrassa la main. C'est la différence. Le commentaire ne l'avait pas troublé, il lui avait rappelé le chemin parcouru. Le poids du nom de Carole n'avait plus d'autorité sur son identité. Ce n'était plus qu'un nom maintenant, pas une ombre. Et alors qu'ils s'éloignaient en voiture, le rire de leur garçon emplit l'air, étouffant toute trace de fantôme que le passé tentait d'invoquer. Curtis était assis dans le bureau un dimanche matin, seul avec une boîte en bois qu'il avait gardée cachée pendant des années. À l'intérieur se trouvaient des lettres qu'il avait écrites pendant des nuits remplies de culpabilité et de désir, des lettres à des garçons qu'il n'avait pas encore su comment atteindre. Laura entra doucement, s'assit à côté de lui sans parler. « Je pense qu'il est temps qu'ils les entendent, » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Non pas pour expliquer qui j'étais, mais pour leur montrer à quel point j'espérais être meilleur. Laura lui serra la main. « Alors lisons-les ensemble. » Cet après-midi-là, ils se rassemblèrent dans le salon. Les garçons se jetèrent sur des coussins et des poufs avec des biscuits à la main. Curtis déplia la première lettre. « Cher Julian, Caleb et Miles, » commença-t-il, la voix tremblant légèrement. « Je ne savais pas comment être père quand j'aurais dû l'être. J'ai écrit ceci en espérant qu'un jour j'aurais l'occasion de les lire à voix haute. » La pièce devint silencieuse. Caleb se pencha en avant, les yeux écarquillés, tandis que Julian attrapait la main de Laura. Miles reposa sa tête sur le genou de Curtis. Il lut ses regrets, ses espoirs, ses rêves pour eux, écrits à une époque où l'amour était la seule chose qu'il pouvait offrir de loin. Quand il eut fini, le silence s'étira doucement autour d'eux jusqu'à ce que Julian dise « Tu n'as plus besoin de t'excuser, papa. Tu es déjà là. » Curtis cligna rapidement des yeux, retenant ses larmes. Laura embrassa le dessus de sa main. Cette nuit-là, les lettres furent placées dans un nouveau cadre, accrochées à côté de la photo de la plage. Ce n'était pas seulement des excuses. C'était la preuve d'une transformation, d'un homme qui n'a pas seulement changé, mais a choisi de devenir. Il se tenait à la porte d'embarquement, sans être pressé, sans se cacher. Cette fois, il se déplaçait en famille. Laura tenait la main de Caleb. Curtis portait Miles sur son épaule, et Julian marchait devant avec une carte d'embarquement ouverte comme un VIP. L'agent de la compagnie aérienne leur sourit. « Famille de 5 » demanda-t-elle. Laura hocha la tête. « Oui, nous tous. » Alors qu'ils traversaient le pont d'embarquement, Laura prit un moment pour regarder autour d'elle. Le bourdonnement des moteurs, l'écho des pas, la pression froide du métal, rien de tout cela ne suscitait plus d'anxiété. « La dernière fois, j'ai embarqué seule, » murmura-t-elle à Curtis. « Cette fois, j'embarque avec ma paix. » À mi-vol, Miles se pencha de son siège et dit « Maman, est-ce que tous les avions vont vers des endroits heureux ?» Laura le regarda et sourit. « Non, bébé, mais celui-ci, oui. » Caleb dessinait des nuages dans un cahier. Julian dormait contre le bras de Curtis, et pour la première fois, Laura n'avait pas l'impression de fuir quoi que ce soit. Ce vol n'était pas une évasion. C'était une célébration. « Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté ?» demanda doucement Curtis. Laura se tourna vers lui, sa voix chaleureuse. « Tout ce que nous construirons, ensemble. » L'avion s'éleva plus haut, coupant le ciel comme une promesse tranquille. Ce n'était pas un voyage alimenté par la peur, mais par la liberté. Et la liberté, avait-elle appris, se vit mieux main dans la main. Les roues touchèrent le sol doucement, comme si la terre elle-même les accueillait dans un nouveau chapitre. Laura sortit la première,
le soleil chaud contre sa peau. Curtis suivit avec Miles, riant sur ses épaules. Caleb serra la main de Julian, les deux garçons scannant les environs comme des explorateurs. Il n'y avait pas de presse, pas de poursuite, pas de tension. Juste une brise, un ciel grand ouvert et une famille réunie, non seulement par le sang, mais par le choix. « Nous sommes là », dit Curtis. Laura sourit profondément. Et cette fois, ce n'est pas temporaire. C'est pour toujours. Le terminal grouillait, mais il se déplaçait comme un seul homme. Personne ne se précipitait. Personne ne traînait derrière. Ils marchèrent à travers l'espace ouvert, un rythme lent et délibéré à leurs pas. Julian leva les yeux et demanda « Où allons-nous maintenant ?» Laura s'agenouilla devant lui. « Où nous voulons. Nous l'avons mérité. » Derrière eux, leurs empreintes formaient une rangée nette sous le soleil. Il n'y avait plus de documents à signer. Plus de batailles à gagner. Plus d'excuses à déterrer. Juste de nouveaux jours, se déroulant comme des pages qui n'avaient pas encore été écrites. Curtis resserra son bras autour de son épaule. « Quoi qu'il arrive, dit-il, nous y ferons face ensemble. » Elle hocha la tête, parce que cette fois, personne n'est laissé pour compte. Ils avaient traversé la trahison, le chagrin, le pardon et la renaissance, et atterri dans une vie non construite par le hasard, mais par le courage. Voici le verset de la Bible, Ésaïe 61, verset 7. « Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion, au lieu de l'ignominie, ils se réjouiront de leur part, ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. » Signification dans le contexte, ce verset reflète magnifiquement le voyage de Laura. Bien qu'elle ait enduré la trahison, la honte et la perte, Dieu l'a rétablie avec la paix, la famille, la justice et l'amour. La double portion est venue non pas en richesse, mais en intégrité émotionnelle et en joie durable, comme promis. Morale de l'histoire, la véritable guérison commence lorsque nous arrêtons de nous battre pour prouver notre valeur et commençons à vivre dans la vérité de celle-ci. La justice peut être retardée, mais quand elle arrive, elle restaure plus que ce qui a été volé. Elle révèle qui nous étions censés être. Information plus profonde, ces derniers chapitres montrent que si la vengeance brûle rapidement, la grâce et l'endurance brûlent régulièrement. Laura a choisi la restauration plutôt que les représailles, même lorsqu'elle a été provoquée. Curtis a prouvé que le changement n'est pas prononcé, il est montré par l'action. Et les garçons, autrefois symboles de conflit, sont devenus des ancres de paix. La chute de Carol n'a pas été orchestrée par la haine, mais par son propre refus de lâcher prise. En revanche, l'ascension de Laura fut tranquille, lente et inébranlable, car elle était enracinée dans l'estime de soi, le pardon et la foi. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.